Aujourd'hui, il faut savoir qu'on va partir d'un constat, c'est-à-dire que la transition écologique va obliger les territoires à changer de paradigme en plaçant l'humain et la coopération au cœur de la démarche. En fait, on va finalement rester dans une logique d'ambition politique, mais on constate qu'une mise en œuvre du haut vers le bas va moins fonctionner, va pas fonctionner par rapport à ce type de démarche, parce que ça n'encourage pas les acteurs du territoire à se sentir concernés par cette démarche-là et donc à s'y impliquer. Le constat qu'on a pu faire notamment au terme de l'élaboration du contrat de relance de transition écologique, c'est qu'il nous manquait en fait finalement une brique, à savoir l'humain et le citoyen. On pensait avoir, donc à l'échelle de Pays de Montbéliard Agglomération, on pensait finalement avoir cette brique-là avec la participation du CODEV, donc du comité de développement. Mais la réalité finalement est un petit peu différente, c'est-à-dire qu'un membre du CODEV, donc qui représente notamment la société civile, va devenir un membre institutionnalisé, on peut considérer ça comme ça, et il s'inscrit finalement dans une machine et dans une lourdeur administrative avec des contraintes, donc à savoir des convocations, des lieux de réunion, des ordres du jour. Donc voilà, finalement, on ne retrouve pas la logique qu'on aimerait avoir avec celle du citoyen. Puisque le citoyen, finalement, doit garder une liberté dans sa manière de s'exprimer ou non, de participer aux échanges qu'il souhaite, pardon, qu'il souhaite sans contrainte, donc de venir un jour ou pas, et puis d'avoir le propre souci de son investissement, finalement. Le territoire entend réaliser sa transition écologique en plaçant l'humain au cœur de son action. Et PMA s'est fixé pour objectif de faire naître une ambition vraiment collective sur le territoire pour donner une cohérence à des projets à l'échelle communautaire, finalement. Donc de manière très concrète, on a pu mobiliser différents types d'acteurs, à savoir des communes, des associations. Je pense notamment à Agir pour le climat ou le Pavillon des sciences, qui est une association qui intervient à l'échelle des territoires, des entreprises, donc par exemple Stellantis ou Forestia, ou même à une échelle un petit peu plus petite, la location et l'achat de tricycles pour la mobilité. Et ces acteurs, en fait, discutent avec nous sur un pied d'égalité, ce qui permet de générer des projets et de rationaliser des idées similaires que les acteurs peuvent avoir chacun de leur côté, mais qui finalement n'ont pas les moyens de mettre en commun. On reprend sa casquette aussi de fonctionnaire, avoir ces acteurs avec nous, ça nous permet aussi d'embarquer peut-être un peu plus facilement les élus et donc finalement une décision politique qui peut être source d'un vrai changement. Parce que c'est vrai qu'en tant que fonctionnaire, on a plutôt de l'accompagnement et là finalement ce poil à gratter extérieur nous permet d'amplifier et d'accélérer la transition. Mais aussi d'embarquer peut-être un peu plus facilement les élus et donc finalement une décision politique qui peut être source d'un vrai changement. Parce que c'est vrai qu'en tant que fonctionnaire, on a plutôt de l'accompagnement et là finalement ce poil à gratter extérieur nous permet d'amplifier et d'accélérer la transition. Merci beaucoup. Et alors du coup, quand vous avez fait un appel un peu au peuple, hein, vous avez demandé à tous ces acteurs, est-ce que vous pourriez contribuer à la transition du territoire? Donc en gros, vous ne leur donniez pas d'argent, vous ne leur donniez pas de subventions, enfin voilà, vous leur avez demandé est-ce qu'ils peuvent aider et ils ont répondu. Vous aviez du monde pour venir. Oui, alors pas suffisamment parce qu'on avait l'ambition effectivement de toucher plus de monde, mais Laure le développera certainement après. En tout cas, aujourd'hui, en ayant cette posture qui était inhabituelle pour notre collectivité, on a reçu des demandes de structures qui nous ont sollicités. C'est-à-dire que finalement, le chemin s'est fait en sens inverse grâce à ça. Avant, c'était nous qui demandions. Et là, je laisserai Laure en parler, mais il y a deux structures qui nous ont sollicités pour participer avec nous à des actions dans le cadre de la fabrique. Donc, on a suscité l'envie de l'autre côté. Voilà. Qui viennent vous aider et pas vous demander. Oui, bah Voilà. je vais développer peut-être rapidement les deux exemples dont parle Anne. Donc toujours au sein de la fabrique de la transition écologique, le lieu dont je parlais tout à l'heure, on a eu une sollicitation de la coopérative des citoyens, c'est ça, donc, qui interviennent d'ailleurs le 19 mai. En fait, c'est une association qui sollicite la population autour de différentes démarches comme des micro-trottoirs par exemple. Et ils sont en ce moment dans une démarche qui s'appelle Aux actes citoyens, donc, qui réunissent différentes associations et puis les fameux répondants de ces micro-trottoirs de ces démarches.
Elles veulent mettre en place en fait 13 défis citoyens sur les différents piliers du développement durable en accentuant un petit peu sur le côté social. Et l'objectif, finalement, c'est de passer de l'idée à l'action. Et en l'occurrence, le lieu, le lieu qu'on met à disposition, la fabrique, permet d'être un tiers-lieu où la parole peut se poser et dépasser un petit peu, finalement, le cadre institutionnel. Par rapport au deuxième acteur qui nous a sollicité, donc c'est l'association EDENI, qui est une association de chercheurs et d'enseignants-chercheurs qui, pour le coup, est plutôt dans une démarche d'acculturation, qui intervient sur le territoire de Belfort et de Montbéliard. Sont en fait des experts de différentes thématiques. Donc là, en l'occurrence, ce serait la question de la mobilité. Et en fait, ils essaient de voir pourquoi, finalement, on prend ou pas les transports en commun. Donc, ce serait finalement plusieurs thématiques qui seraient abordées en vue de faire de la vulgarisation et de la culturation thématique. Donc voilà, plusieurs projets différents qui se mettent en place par le biais de sollicitations. Ça a initié quelque chose qui est en train de se construire pas à pas. Et aujourd'hui, dans les deux sens, souvent la Clo est un peu donneur d'ordre. Et puis, on disait, on est les sachants, venez faire avec nous. Et aujourd'hui, finalement, on sait les choses, mais pas tout. Venez nous rejoindre et puis bousculez-nous un petit peu. On a eu une sollicitation de la coopérative des citoyens. En fait, c'est une association qui sollicite la population autour de différentes démarches comme des micro-trottoirs, par exemple. Et ils sont en ce moment dans une démarche qui s'appelle Aux actes citoyens, donc, qui réunissent différentes associations et puis les fameux répondants de ces micro-trottoirs de ces démarches. Elles veulent mettre en place en fait 13 défis citoyens sur les différents piliers du développement durable en accentuant un petit peu sur le côté social. Et l'objectif, finalement, c'est de passer de l'idée à l'action. Et en l'occurrence, le lieu qu'on met à disposition, la fabrique, permet d'être un tiers-lieu où la parole peut se poser et dépasser un petit peu, finalement, le cadre institutionnel. Par rapport au deuxième acteur qui nous a sollicité, donc c'est l'association EDENI, qui est une association de chercheurs et d'enseignants-chercheurs qui, pour le coup, est plutôt dans une démarche d'acculturation, qui intervient sur le territoire de Belfort et de Montbéliard. Sont en fait des experts de différentes thématiques. Donc là, en l'occurrence, ce serait la question de la mobilité. Et en fait, ils essaient de voir pourquoi, finalement, on prend ou pas les transports en commun. Donc, ce serait finalement plusieurs thématiques qui seraient abordées en vue de faire de la vulgarisation et de la culturation thématique. En fait, c'est vrai, quand on est dans cette démarche-là de construire, on va dire, faire un appel à la coopération territoriale, c'est avant tout des rencontres de personnes, des rencontres avec qui on passe du temps déjà à écouter dans le processus, et après, en effet, à faire rencontrer. Et même si on pense connaître ce que font ces acteurs, en général, quand on se pose avec eux, on a une idée plutôt de surface en fait, de ce qu'ils font. Et comme ils sont tout le temps en perpétuelle évolution aussi, comme nous tous, enfin, que ce soit des associations, des artisans, des institutions, parfois on a un peu tendance à garder en tête, eux ils font ça, mais en fait ils évoluent. Donc c'est ça qui est aussi important, je trouve, dans la coopération, c'est de se suivre les évolutions, suivre les besoins, suivre les objectifs que chacun ont, ou le sens qui parfois change aussi. Non, ça c'est certain, ça, on a appris énormément de choses, et notamment aussi des nouveaux acteurs, parce que nous, la collaboration, elle s'est en fait un peu inscrite, si je prends vraiment 2 minutes sur le contexte. Et puis j'invite aussi Sandra Cerveau, si elle le souhaite, à rejoindre la table ronde. Mais on a en fait lancé donc en 2018, il a été signé et entériné en 2020, notre plan climat, air, énergie du territoire, pardon. Et ce processus-là, déjà, était dans la mobilisation et en termes de construction, a été construit et basé sur des ateliers avec des acteurs du territoire. Et donc, quand on a eu, on va dire, l'occasion de se poser la question et surtout de continuer cette mobilisation des acteurs dans le cadre d'une fiche action
du CTE, du contrat de transition écologique aussi. Cette approche, on va dire, de coopération, pour nous, elle était en fait un peu naturelle de continuer à travailler dans cette cohérence-là. Et c'est vrai que du coup, on a commencé par solliciter les acteurs qu'on avait pu rencontrer lors de notre plan climat, air, énergie du territoire. Et donc d'amorcer, on va dire, en tout cas, construire avec eux pour amorcer la dynamique de la coopération territoriale. Je pense qu'un des points de départ sur notre approche, en tout cas sur notre territoire, ça a été l'engagement, on va dire, fort du politique. Parce que, en effet, aujourd'hui, c'est moi qui interviens devant vous, mais derrière, il ne faut pas oublier que la présidente de la CCPVA a de suite, on va dire, accroché sur le principe on parlait de création d'une plateforme territoriale, une plateforme, voilà. Et donc, il y avait de suite un engagement très fort de la présidente et de tout l'exécutif pour aller pour monter la coopération et la mettre en avant. Après, ce qu'il faut réussir, ce dont on a besoin pour réussir la coopération, c'est une question qui n'est pas simple, parce que c'est un peu comme une recette de cuisine, mais je dirais que de mon point de vue, en tout cas, depuis ces derniers mois, après avoir regardé un petit peu dans le rétroviseur de ce qui s'est passé, en effet, donc l'engagement fort du politique, une bonne connaissance des acteurs du territoire, ça paraît évident, mais quand je dis ça, il faut pas hésiter à penser 360 quand on pense aux acteurs du territoire, passer du temps, en tout cas avec eux, à les rencontrer, à les écouter. Et puis, je pense que quand on souhaite quand on les réunit, et c'est ce qu'on a appris aussi, ce qui est très important à mon sens, c'est comme on dit, c'est vraiment de donner du grain à moudre aux acteurs dans le cadre de la coopération, parce que sinon on risque de se cantonner à des rencontres café croissant en fait. Et je pense accepter aussi que la coopération, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas non plus en 6 mois. En fait, on crée une identité quand même, une manière de faire sur le territoire, donc ça prend du temps. Il faut accepter de prendre du temps, il faut accepter aussi d'avoir des échecs, des petites, mais il ne faut pas lâcher, quoi. Et puis prendre, je pense, le temps de décanter un petit peu ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut avoir comme retour pour continuer la coopération et pas hésiter à essayer d'autres choses, à essayer d'autres choses. Et aussi, ce qui est important, parce que c'est ce que je trouve, c'est que quand on parle de coopération, il n'y a pas d'obligation en fait. Donc les gens, tous les acteurs viennent parce qu'ils y trouvent un sens particulier, il y a un engagement particulier. Donc je pense que ce qui est important aussi, c'est d'essayer de créer un cadre ou une atmosphère conviviale et puis être capable d'instaurer un dialogue très horizontal. Je pense que c'est ça aussi la clé. De quels sont les résultats, c'était ça un petit peu la question aussi qu'on avait prévue, c'était quels sont les résultats qu'on peut attendre de la coopération. Mais en fait, j'ai envie de dire qu'il y a des résultats qu'on attend, mais il y a des résultats en fait inattendus aussi. Et c'est vrai que les résultats attendus, c'est une émulation du territoire, que les gens soient fiers de leur territoire, qu'il y ait une certaine appartenance aussi qui se crée, qu'on brise le chacun chez soi, qu'il y ait des rencontres inédites qui se fassent. Et aussi, comme tu as pu le dire, Antoine, c'est vrai que quand on lance ça, ce qu'on attend, moi, c'était une de mes attentes principales, c'est que justement la collectivité n'est plus un rôle de porteur de projet, assez soufflé, on va dire, mais vraiment un rôle de facilitateur, de mise en lien. Donc ça, c'est vrai que c'est une attente. Et pour revenir aux résultats inattendus, c'est vrai qu'on a un exemple en tête, c'est encore une histoire, une belle histoire, mais qui reste encore à écrire pour la suite. C'est que dans nos ateliers, en effet, on avait des acteurs assez différents, que ce soit des personnes de la banque, des personnes de l'associatif et aussi des citoyens, tout simplement. Et on a découvert, donc il y avait une association de Neufchâtel qui s'est créée lors du confinement, qui s'appelle la Gastache, qui a pour mission, on va dire, de reconnecter la terre, enfin reconnecter les citoyens à la terre, promouvoir la permaculture, essayer d'éviter le gaspillage, par exemple dans les vergers, les fruits qui ne sont pas forcément récoltés, faire des animations autour de ça, et puis ils sont un peu pas en construction, mais en structuration sur leurs actions.
Et d'un autre côté, on avait aussi une rencontre via un monsieur Rouzet qui, lui, avait, Sandra, lui, il avait toqué à la porte du Cluster Eau, hein, donc c'est un centre de compétitivité sur la ressource en eau qui existe là depuis 2-3 ans. Et parce que ce monsieur venait d'acheter une scierie abandonnée sur la commune de Neuvecelles, et qu'il l'avait acheté uniquement pour la raison pour laquelle c'était qu'il y avait une turbine, une ancienne turbine au sous-sol, et donc il avait cet objectif de relancer la scierie et de relancer la turbine pour en faire un bâtiment, on va dire, exemplaire en termes d'énergie. Et, et puis en fait, ils se sont retrouvés à la même table que la Gastache au moment de l'atelier, des rencontres, lors d'un des ateliers, et la Gastache parlait de, voilà, ils cherchaient du matériel, qu'ils n'avaient pas forcément les moyens, mais qu'ils cherchaient par exemple un pressoir parce que ils aimeraient justement récupérer les vieilles, etc., et puis faire une animation sur le jus de fruits. Et monsieur Rouzet disait: ah bah, moi, dans la scierie que je viens d'acquérir, il y a un hangar derrière avec du vieux matériel dont j'ai absolument pas besoin, et notamment un pressoir. Donc tout ça pour dire, ça c'était un exemple simple, ou vraiment très simple et très concret, où voilà, des personnes avec des ressources en commun, on va dire, ou des attentes peuvent se compléter. Et en même temps, l'histoire n'est pas allée jusqu'au bout dans ce sens-là, mais monsieur Rouzet a décidé de revendre la scierie parce que pour un privé, l'hydroélectricité, pour lui, il y a un retour sur investissement qui était trop long. Mais dire, c'est que nous, en tant que collectivité, on a eu connaissance de cette personne-là, on a eu connaissance de son projet, et on a eu connaissance de la scierie, on a eu surtout connaissance de l'hydroélectricité. Et sans cette rencontre avec monsieur Rouzet, ben, nous, et on s'est porté acquéreur, la commune a acheté en fait la scierie il y a un mois de ça, pour justement pouvoir relancer l'hydroélectricité également, mais aussi en faire un tiers-lieu, un lieu qui reste à programmer en termes de tiers-lieu, mais surtout en termes de bâtiment, de faire un bâtiment exemplaire d'un point de vue énergie et d'un point de vue aussi rénovation avec des matériaux biosourcés, ou issus de l'économie circulaire du bâtiment. Donc, le résumé, c'est que voilà, sans se rencontrer, on ne perçoit pas toujours les enjeux qui sont à notre portée. Et donc l'histoire continue à devoir être écrite, et puis j'espère que d'ici quelques temps on pourra témoigner de la suite de cette histoire. Donc affaire à suivre. Non, c'est vrai que ce sont des démarches qui effectivement sont longues, compliquées, qui nécessitent un environnement, un contexte, une volonté partagée très forte. C'est la chance que l'on a sur le territoire de la côte ouest de l'île de la Réunion, qui, comme tu dis, est une agglomération dynamique depuis un certain temps, hein, qui s'est engagée dans tous ces dispositifs, qui depuis des années porte une opération qui est la plus grande opération d'aménagement éco-cité de l'outre-mer français, et notamment avec une maîtrise du foncier très importante, enfin, voilà, et qui tout naturellement s'est posé la question il y a maintenant 3 ans de la pérennisation de ces différents dispositifs et de la manière dont ces dispositifs allaient impacter l'organisation humaine réelle du territoire pour en faire un territoire apprenant. Je vais reprendre des termes qu'on a déjà partagés et que Collab nous a aidé à développer sur le territoire, mais d'avoir notamment de mettre en place des dispositifs autour de ce qui était à l'origine des actions que l'on avait identifiées, des porteurs de projets que l'on avait identifiés dans ces dispositifs. On s'est retrouvé notamment dans le contrat de transition écologique avec un appel à projet qui nous a révélé près de 140 actions, et 80% de ces actions étant portées par des entreprises. Donc, on s'est rendu compte que d'une part, l'écologie était un vrai sujet porté par la société civile, par les gens du pays réel local, et qu'en plus, c'était les entreprises qui en étaient les principaux instigateurs. Donc, tout naturellement, ça a bien entendu, je dirais, largement impacté notre contrat de territoire d'industrie, la manière dont on s'est dit qu'on allait sans doute être l'élément de dynamisation de nouvelles filières locales. Et c'est là qu'on s'est dit qu'au-delà de permettre la réalisation de ces actions, il fallait qu'on mette en place un dispositif territorial
qui facilite l'organisation, qui facilite les échanges et qui fasse que, eh bien, on va constituer une machine à créer du projet, une machine à mettre en place les acteurs autour de sujets qu'ils partagent, sachant que en permanence, des projets vont arriver, des projets vont se terminer, certains vont réussir, d'autres ne vont pas réussir, mais qu'en fait, le territoire doit s'organiser de manière à ce qu'il devienne, il optimise et il soit qu'il crée un environnement idéal pour le développement de ces projets. Dans la mesure où ces projets viennent servir des enjeux et une stratégie de territoire, transition écologique, transition industrielle, développement économique, insertion emploi. Bon, je ne vais pas reprendre le profil de notre territoire et celui du territoire de la côte ouest, donc il a ses particularités, mais bien entendu, la collectivité, c'est dans ce sens-là qu'elle va effectivement impulser une dynamique. Et puis en même temps, ce que ça nous a révélé, c'est aussi l'intérêt du niveau d'agglomération. Qui, sur l'île de la Réunion, mais pour avoir travaillé aussi en métropole, dans des grandes régions et sur des grands territoires, on voit bien que ce niveau d'agglomération aujourd'hui est un niveau assez idéal pour faire la synthèse entre les grands schémas d'organisation régionaux, les grandes démarches, quand on parle de mobilité, de transition, d'énergie, et puis la réalité de ce qui se fait sur les territoires, parce que souvent les communes sont trop petites, les communes sont en grande proximité avec des acteurs associatifs, mais ont du mal à faire cette traduction avec des schémas régionaux ou des schémas départementaux. Or, l'agglomération, on a vraiment le sentiment, en tout cas, c'est ce qu'on ressent en tout cas localement, c'est que le niveau de l'agglomération, c'est celui de la mise en œuvre opérationnelle, c'est celui du lien entre la loi et entre les gens. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout naturellement, lorsque l'État ou lorsque les acteurs veulent mettre en place des dispositifs opérationnels, aujourd'hui, ils se tournent généralement vers l'agglomération qui a cette compétence-là. Et en plus, c'est vrai que le fait de gérer les transports, le fait de gérer pour certaines les zones d'activité économique ou l'animation économique, voilà, un certain nombre de compétences font que, et c'est vrai que c'est intéressant parce que dans le titre de cet après-midi, tu parles de compétences utiles. Et moi, je me pose la question demain si ces compétences-là ne vont pas venir une vraie compétence légale, c'est-à-dire la compétence d'animation territoriale sur certains sujets. C'est-à-dire, voilà, il faut développer, et c'est vraiment ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il faut arriver dans la fonction publique territoriale en particulier à développer un cadre de compétences autour de l'animation territoriale et autour de la pérennisation de nos actions par l'organisation de structures humaines réellement productives, coopératives, apprenantes, qui développent une économie locale de ce savoir-faire-là. Donc nous, on en est un peu là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une plateforme de coopération qui existe, on a un projet qui est un peu notre projet locomotive, donc c'est le campus de l'innovation tropicale et insulaire, donc qui est lauréat de France 2030 sur un programme qui s'appelle Innovation Outre-mer. Donc là, on est en phase d'études et de traduction de ce programme en projet concret, juridique, budgétaire et autres, mais ce n'est pas un campus universitaire, hein, c'est l'idée qu'un territoire se mette à faire campus, c'est-à-dire qu'il apprenne, qu'il mixte les publics. On travaille avec l'Institut national Efficacity qui accompagne depuis maintenant longtemps le territoire sur l'intégration de la R&D dans nos projets d'aménagement, dans nos projets de recherche et dans notre commande publique. On va travailler avec l'Association du développement industriel de La Réunion, donc avec les industriels, avec la Chambre des métiers et d'artisanat, avec le GIP Écocité, avec des sociétés publiques locales d'aménagement. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que notre territoire devient un laboratoire à l'échelle 1, une espèce moi je dis souvent, c'est le bac à sable de l'innovation locale, qui doit permettre à l'ensemble de ces innovateurs, que ce soit des acteurs de l'agriculture durable, que ce soit des acteurs de l'énergie, de l'hydrogène ou des nouveaux matériaux, qui doit permettre de pouvoir se développer et structurer autour de ça des filières. Donc c'est très complexe parce que du coup, on met autour de la table des gens qui ont des cultures très différentes. Antoine a participé à des animations où on se retrouvait avec l'association plutôt alternative et puis le grand groupe d'un des grands groupes français qui était là, qui discutait ensemble sur des sujets. Donc, tout le monde n'a pas besoin d'être d'accord, mais en tout cas, tout le monde se rassemble autour de l'idée qu'ensemble, on peut agir et faire quelque chose sur le territoire. Et donc là, on va vraiment avoir une action en tant qu'acteur local qui est très immatérielle, qui effectivement met du temps à sortir. Donc, pour des élus,
je n'ai rien contre les élus, mais pour des élus qui souvent veulent, c'est la réalisation, hein, il faut couper du ruban, il faut qu'on y aille. Bon, il faut aussi convaincre et lui montrer qu'on agit sur le moyen-long terme et que de toute façon, il y aura un retour à un moment donné. C'est pas forcément facile. Et puis surtout, et ça c'est bon, au-delà des belles histoires, il faut aussi se rendre compte d'une réalité, c'est que c'est en travaillant sur ce domaine-là qu'on se rend compte aujourd'hui de l'énorme difficulté et du chantier gigantesque que l'on a pour que l'ensemble des acteurs institutionnels et publics s'adaptent à ces réalités-là. C'est extrêmement compliqué, hein, malgré toute la bonne volonté de tout le monde. Hein. Moi, je ne mets à l'index personne, mais on voit bien qu'aujourd'hui, toute notre organisation et sa traduction territoriale administrative est peu ou très mal adaptée à ces réalités territoriales. Voilà, on continue, malgré tout, à avoir, pour un porteur de projet qui est tout seul, jusqu'à 15 ou 16 sources de financement différentes sur un territoire et 15 ou 16 procédures, règlements administratifs et autres différents. Et donc, ça reste épuisant. Quand on ajoute ça des problématiques réglementaires, malgré les efforts des différentes lois 3DS ou autres, malgré tout ça, on est quand même, et c'est encore une fois un peu le rôle de l'agglomération, en train d'essayer de faire le mariage entre ces deux mondes qui ont vraiment énormément de mal à coopérer, qui fait que généralement, pour certains, hein, parce que dans les 140 porteurs de projets qu'on avait identifiés initialement, beaucoup nous ont dit, mais vous savez, nous on est venu vous voir vous parce que on va plus demander d'argent aux autres guichets. C'est juste pas possible, on n'y arrive plus et on peut plus demander d'aide parce que l'aide n'est pas la même. Enfin, voilà, donc il y a un dialogue à restructurer entre les deux de manière interstitielle, arriver à trouver les bons acteurs, arriver à trouver la bonne alchimie pour que de nouveau l'action publique locale devienne un accompagnateur, un développeur de territoire plutôt qu'un instructeur de solutions descendantes qui arrivent brutes de décoffrage et qui essayent de se développer. Pour le territoire de la Haute-Savoie, c'est la CCPEVA qui a été pionnier dans la volonté de se lancer dans une plateforme territoriale, dans une démarche de coopération avec le territoire. Et l'ambition est de pouvoir partager leur expérience avec l'ensemble des collectivités du territoire pour qu'eux aussi puissent se lancer dans ce type de démarche. On a une communauté de chargés de mission plan climat air énergie territoriaux sur le territoire. Et déjà, il y a des retours d'expérience via cette communauté. La CCPEVA a pu déjà faire un retour sur ce qu'ils ont mis en place et ça avait l'air d'intéresser énormément les territoires. Et on sent que ces territoires qui n'avaient pas connaissance de ce type de démarche, que c'était possible de faire et qui peut-être pensaient connaître suffisamment leur territoire pour pas forcément devoir aller dans ce type de démarche, on se rend compte que ça y est, ils s'interrogent et qu'ils se posent la question de, en effet, pouvoir se lancer dans ce type de démarche de coopération. Et ça reste encore faible sur notre territoire, mais je pense que c'est en plein boom et on espère que dans les prochaines années, l'ensemble des territoires auront mis en place ce type de démarche. Effectivement, on va dire que la base les acteurs de départ, c'est les acteurs qu'on avait identifiés dans le cadre de l'élaboration du plan climat air énergie du territoire. Mais là, c'est vraiment tout le travail qui a été fait avec Collab Studio qui nous a permis de peaufiner la méthodologie. On a travaillé sur un questionnaire. Collab nous a aidé à rédiger un questionnaire. Ce questionnaire, on l'a diffusé, on a essayé de le diffuser le plus largement possible. C'est-à-dire qu'on l'a envoyé à nos interlocuteurs privilégiés, mais en leur demandant aussi de diffuser très largement ce lien. Ce questionnaire, il avait pour but justement d'arriver à identifier des acteurs du territoire qui seraient intéressés simplement pour être au courant de la démarche ou alors qui acceptaient qu'on aille à leur rencontre vraiment pour aller discuter avec eux, conduire un entretien, et puis pour aller encore plus loin, pour être invité à un atelier collaboratif.
On a envoyé à une centaine d'acteurs du territoire ce lien, puis après ça a fait des petits tout seul. On a eu très rapidement, alors j'ai encore vérifié hier, plus de 70 retours, mais sur un temps vraiment très court, hein. Et parmi ces 70 acteurs, une vingtaine qui étaient vraiment très intéressés pour un entretien individuel et après participer à un atelier collaboratif. Donc, on était en formation action. Donc, on s'est vraiment appuyé sur ces acteurs très motivés du territoire pour aller à leur rencontre. Donc, on s'est déplacé. Et là, c'était très intéressant parce que on a pu réaliser toutes les trois des entretiens. Ça, c'était très important parce que moi, en tant qu'agent, mon élu et le représentant des services de l'État, on avait reçu la même formation et on avait tous le même niveau de formation et on avait tous la capacité de dialoguer avec ces acteurs du territoire. Collab nous a aussi appris à conduire un entretien de manière avec une écoute active et puis surtout à faire ressortir des besoins et à la fin à croiser ces besoins et à faire ressortir des enjeux communs pour justement avoir du contenu pour être en capacité d'animer un atelier et comme disait Nadine Wedling, avoir du grain à moudre, pas mettre des gens autour d'une table juste pour mettre des gens autour d'une table, vraiment faire en sorte que cet atelier soit constructif. Donc, c'est toute cette méthodologie, en fait, on est parti d'un questionnaire, c'est un entonnoir, en fait, d'un questionnaire pour conduire des entretiens individuels et ensuite aller sur 1, puis 2, puis bientôt 3 ateliers collaboratifs, mais avec tout un apprentissage pour travailler en intelligence collective. Moi, mon frein principal, mais c'est avec ma casquette d'élu et pour être en capacité de partager justement la coopération avec mes pairs élus, je crois que c'est vraiment d'être capable de transmettre, d'expliquer ce que c'est que cette coopération, on va dire, ce que ça apporte. Et il faut vraiment faire la différence entre coopérer et travailler ensemble ou collaborer. Je trouve c'est cette notion-là qui n'est pas évidente parce qu'en plus, on n'a pas forcément dans ce mouvement, comme disait Antoine, on n'a pas toujours quelque chose de très concret tout de suite à montrer. Antoine parlait de commun aussi, mais c'est des notions dont on a parlé aussi déjà souvent avec Sandra et Isabelle. Ce qui est difficile, c'est de partager quelque chose qui n'est pas forcément concret, d'expliquer, enfin de créer un commun qui n'est pas forcément matériel, on va dire. On n'est pas sur un projet ou une fiche action, tac, tac, tac. On met des choses en place et après, on voit ce que ça donne, voilà, on fait de notre mieux pour que ça prenne, évidemment, mais c'est toujours difficile de prévoir ce qui va se passer. Et donc, de toujours mettre un peu les gains, on va dire, de mettre les gains, on va dire, sous le projecteur. Ça, c'est pas toujours évident. Alors, le frein, pour moi, c'est encore un combat de tous les jours, hein. Oui, moi je rejoins ce que disait Nadine, c'est effectivement ce qu'on a souvent entendu nous, c'est encore une fois, encore une rencontre, mais pour faire quoi finalement? Parce qu'on sollicite souvent les gens et puis peu dans la durée. En fait, ça s'essouffle très très vite et on se rend compte que c'est toujours les mêmes personnes qu'on retrouve. Donc le frein, c'est aussi d'être entre soi, entre pairs. Et finalement entendre des discours qu'on a déjà entendus plein de fois. Donc l'intérêt de ce réseau de coopération, c'était justement de pousser les murs, de rentrer par la fenêtre, de faire rentrer des gens, ces invisibles, ces gens qu'on ne voyait pas. Et c'était ça la difficulté. Le deuxième frein, peut-être, c'était effectivement éviter cette culture de résultats qu'ont souvent les élus, excuse-moi Nadine, mais on fait ça et on a une mandature, 6 ans, et ça va déboucher sur quoi? Or, le temps, il est long, vous l'avez dit, c'est un long chemin, la coopération, et que les résultats ne sont pas immédiats et qu'on sème des petits cailloux. Donc, la temporalité des élus avec ce qu'on met en place, c'est parfois un peu compliqué. Pour eux d'accepter qu'il n'y ait pas des résultats immédiats et surtout qu'il n'y ait pas forcément les résultats qu'ils attendent. Parce que souvent, on fait une démarche en sachant par avance ce qu'on va faire. Alors que là, il faut se laisser surprendre.
Souvent, on sollicite les gens parce qu'on a envie finalement de les faire adhérer à un projet qu'on a. Mais là, on n'a pas de projet. On a quelque chose à construire ensemble. On est dans la logique du changement. Là, bien entendu, c'est très compliqué. On vient d'un monde, et nous, on est acteurs territoriaux, on est tous fonctionnaires territoriaux, enfin pour la plupart. Hein, on est dans la culture de l'instruction et là, on passe dans la culture du développement et c'est forcément, il va falloir que ça change, quoi. Un monde d'instructeurs est nécessaire, mais il ne peut pas vivre uniquement comme ça. On a, on voit bien dans les belles histoires que tous les mois, au TCO, nous réunissons notre plateforme d'acteurs avec des acteurs institutionnels, privés et autres, avec des présentations de projets et puis des sujets. Donc, des acteurs viennent présenter leurs projets, qu'ils soient petits ou grands, et ensuite, l'écosystème travaille sur des sujets structurants. Alors, ça permet effectivement à des gens de sortir de leur bureau et puis de voir qu'il y a des acteurs, il y a 2-3 projets présentés tous les mois. Des fois, ce n'est pas du tout lié à leurs problématiques, mais ils sont contents parce qu'ils voient qu'effectivement, puis d'autres fois, on va se rendre compte que l'acteur énergétique local qui vient de procéder à d'énormes investissements pour modifier la centrale électrique fuel en biomasse, va discuter avec l'association qui est en train de structurer une filière bambou et qui lui dit non mais tu cherches de la biomasse, mais nous, un bambou c'est clair, il y a 1/3 de biomasse, 1/3 enfin sur un bambou il y a 3/3, il y a 1/3 qui peut être dédié à la biomasse et les 2 autres tiers qui vont être dédiés à la construction ou à l'aménagement, à la décoration. Et donc voilà, et effectivement, les 2 acteurs, a priori, ne devraient, dans un monde tel qu'on le connaît, jamais se croiser. Et là, pour le coup, ils finissent par travailler ensemble et à essayer de définir ensemble un complément à une filière bois, à une filière bambou sur l'île de la Réunion. Donc ça, c'est assez intéressant. Soyons clairs, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu une modification et donc c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est que la démarche d'innovation que j'anime, on lui a collé la gestion d'une partie des zones d'activité économique. Donc, il y a du sens. On dit, on va gérer les zones d'activité économique avec cet esprit-là. C'est-à-dire que demain, on ne fait pas des appels à projets pour des industriels, on va les faire. Mais par contre, ce qu'on aimerait, c'est effectivement que nos zones d'activité économique s'inscrivent dans cet esprit-là. C'est-à-dire si tu voulais des beaux exemples tout à l'heure, des jeunes brasseurs qui font de la bière locale, parce qu'à La Réunion, il y a une culture de la bière, il y a 24 brasseries artisanales, qui un jour viennent voir l'écosystème en disant, nous, ils ont entre 20 et 28 ans, donc ils sont très jeunes, ils développent leur truc, et ils veulent créer une brasserie, ils ont une certaine ambition, et bien ils se retrouvent effectivement à travailler avec une association qui fait partie de l'écosystème, qui fait du verre local parce qu'ils ne veulent plus importer de bouteilles en verre. Ils vont travailler avec une autre structure qui fait de la méthanisation pour pouvoir développer et pouvoir valoriser le résidu. Et puis, ils vont même travailler avec des agriculteurs pour développer un houblon local. Dans ce cas-là, on leur dit OK, là vous allez venir et puis on va essayer de vous implanter sur une de nos zones d'activité pour que vous deveniez un peu la locomotive de ce que c'est que la transition écologique industrielle sur notre territoire et vous allez embarquer avec vous un micro-écosystème d'acteurs associatifs, agricoles, énergie, recyclage et voilà, votre brasserie va devenir un tiers-lieu. Et ça les a tellement motivés qu'ils ont décidé de faire une salle de réunion, des ateliers, et de se dire du coup, on va jouer le jeu. Notre brasserie ne va pas être qu'une brasserie, mais ça va être un tiers-lieu dédié aussi à la transition écologique dans l'industrie. Voilà, donc ça, c'est des choses qui, effectivement, si on va parler de ça à un gestionnaire classique de zone d'activité, il va dire non, mais là, c'est pas possible, c'est compliqué, je peux pas. Voilà. Et donc, il faut effectivement faire cette modification. Il faut vraiment aussi qu'on sorte d'un cadre administratif. En fait, il faut être astucieux, il faut être ingénieux, il faut être agile, il faut être plastique. Et je trouve que parfois, nos collectivités, elles sont lourdes. Et finalement, elles ne sont pas prêtes à un changement si la réglementation ne s'assouplit pas, si on accepte de temps en temps d'être peut-être un peu à la marge, mais finalement, ça passe tout de même. Mais si on se réfère au cadre, c'est compliqué de faire les choses. C'est effectivement cette capacité à développer cette culture du risque et de l'acceptation du risque. Parce que lorsqu'on se met en situation et en phase projet, je crois que de part et d'autre, que ce soit du côté des élus, que ce soit du côté des entreprises, que ce soit du côté des administratifs, on a tous un chemin à faire ensemble et ce chemin se construit
à travers de quelque chose qu'on appelle le projet de territoire. Et c'est vrai qu'on est dans une évolution de paradigme, on est dans une évolution aussi qui fait qu'il y a des termes qui sont d'actualité aujourd'hui, la démocratie participative, la volonté de participer à la décision, d'être acteur de la décision. Cela sert aux acteurs du territoire, ça sert également quelque part aux politiques qui a besoin à un moment de ne plus se retrouver seul face à la décision. C'est bien lui qui, au final, prend la décision, mais il ne doit plus se retrouver, il ne veut plus se retrouver tout seul à la prendre, cette décision. Cette décision, elle est impliquante par rapport aux acteurs, que ce soit qu'ils soient économiques, qu'ils soient citoyens, qu'ils soient politiques, par rapport au projet de territoire. Et réfléchir l'aménagement aujourd'hui et le développement du territoire sous forme de projet implique ces nouveaux outils, cette nouvelle dynamique, cette nouvelle relation que l'on doit entretenir. Alors oui, peut-être que quelque part, les entreprises ont-elles parfois ont des difficultés à discuter, mais c'est un chemin qu'il faut construire, mais également au niveau des institutions et des collectivités locales, et Vladimir l'a justement dit il y a quelques instants, il y a aussi un phénomène d'expérience qu'il faut développer, apprendre que c'est possible, accepter que c'est possible et construire le projet de développement. Je crois que une des définitions d'un tiers-lieu, d'ailleurs, c'est de ne pas exister par lui-même en dehors de son imprégnation sur un territoire. Enfin, en tout cas, moi, c'est une des caractéristiques de ce que je mets, comparativement à des lieux qui pourraient être des lieux fermés, c'est-à-dire que logiquement, un tiers-lieu est un lieu ouvert, et donc forcément qu'il y a une implication, une imprégnation sur le territoire. Nous, tiers-lieu paysan, tiers-lieu nourricier, en plus, c'est des choses assez nouvelles. C'est marrant, en plus, il y a une personne en ce moment qui est là en stage de recherche chez nous. On leur filé le bébé en disant bah, tiens, le sujet, ça va être tiers-lieu nourricier, souveraineté alimentaire. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, elle est obligée de redéfinir tous les termes et de dire mais en fait, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de tiers-lieu, qu'est-ce que ça veut dire nourricier, qu'est-ce que ça veut dire souveraineté alimentaire du territoire. Et d'ailleurs, c'est presque l'économie parfois qu'on fait quand on attaque des sujets. Or, on va déjà se mettre d'accord là-dessus, quoi, de qu'est-ce qu'on entend par ça. Donc, sachant qu'en plus, en ce moment, les tiers-lieux, notamment avec Fabrique de territoire, si je caricature, parce que ça vient pas, pour le coup, donc les tiers-lieux, c'est les troisième lieux à la base, c'est aux États-Unis, et c'est vraiment ce qu'on appelle des démarches bottom-up, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'est des démarches qui n'est pas ni la puissance publique ni du privé. Donc, et c'est vraiment des gens qui se retrouvent autour d'une thématique, autour d'un lieu, qui ouvre, qui bidouille. Enfin, après, il y a plein d'activités qui se mettent en place. Et là, ce qui est intéressant en France, c'est qu'on est dans un moment où justement, parfois tout est tiers-lieu. C'est-à-dire, on voit des réalités quand même entre un espace de coworking, et j'ai vraiment rien contre les espaces de coworking, et un tiers-lieu rural dans la Creuse. Il y a quand même 2-3 océans d'écart, quoi. Et qui fait de la bénédiction numérique, etc. Donc c'est pareil, ça on pourra revenir là-dessus. C'est-à-dire, et en plus, on voit qu'en ce moment, on est un peu dans une petite course pour les collectivités où si tu n'as pas ton tiers-lieu, tu as un peu raté ton territoire. Donc c'est pareil, on pourra en reparler un tout petit peu, de se dire mieux vaut pas faire de tiers-lieu qu'en faire un loupé, quoi. Ça, sinon, sur le territoire rouennais, effectivement, ce qui est intéressant, enfin, nous, comme on l'a pris, justement, c'est des tiers-lieux nourriciers. Ça part de plusieurs constats. C'est-à-dire que le territoire rouennais, Rouen, j'aime dire que c'est le triangle des Bermudes entre Lyon, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. C'est une des parties de la région Rhône-Alpes qui est la plus vieille de Rhône-Alpes. Et il y a toute une population qui est de 18-35 qui s'est barrée, quoi. Ça ne veut pas dire que les gens qui restent ne sont pas sympas, ça veut juste dire que vraiment, ça crée quelque chose en matière de dynamique, d'imaginaire, etc. Et il y a des enjeux, mais comme partout, en gros, il y a à peu près la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite de 6-5 ans et leurs fermes sont déclarées comme absolument impossibles à reprendre. Le souveraineté alimentaire du territoire, il y a pour la ville de Rouen, qui est une ville de 35 000 habitants à peu près, avec l'agglo quand même beaucoup plus, mais 72 heures d'autonomie alimentaire, mais ça, c'est presque des chiffres, en fait. On a l'impression que c'est des chiffres particuliers, c'est presque des chiffres qu'on peut appliquer un peu partout. Et si je rajoute là-dessus le changement climatique, là, on risque, nous, d'avoir la climato, et je pense que c'est beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait. On risque d'avoir quand même la climato qui va finir par ressembler à la Drôme.
on n'est pas exactement un territoire qui ressemble à la Drôme à la base, quoi. Donc, ça, si on veut l'anticiper, ça, pareil, je pense qu'Antoine, tu pourras dire un mot, mais les changements climatiques et les effets sur les territoires, en ce moment, c'est quand même visible à l'œil nu, quoi. C'est assez impressionnant. Ça fait 5 ans qu'on est en stress hydrique. Si on doit commencer à planter des oliviers, etc., il faut commencer à s'y mettre maintenant, quoi. Donc, ça fait partie des constats. Et après, là-dessus, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait de ça et comment est-ce qu'un lieu, donc une ferme à la base, quelle est son action sur un territoire? Donc, nous, un de nos partis pris, ça a été, on a 3 axes, peut-être que nos axes changeront d'ailleurs demain, mais on a un axe qui est de dire on va faire de la recherche et de l'expérimentation parce qu'on est vraiment pas solo. Donc, on a intérêt à s'acoquiner avec des chercheurs, avec des grandes agences étatiques, avec des gens qui sont mieux dotés ou alors qui ont du recul. Donc, là, par exemple, on est en train de faire un partenariat avec la chaire d'alimentation à Lyon. Voilà, donc d'où le fait qu'on ait une personne en stage en plus chez nous à la boutique des sciences. Donc ça, pareil, donc c'est comment est-ce qu'on peut arriver à réfléchir à ces sujets-là. Après, deuxième sujet, comment est-ce que on peut faire de l'animation d'acteurs et de la formation aussi là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, comment on met ça en place? C'est-à-dire que si on veut installer des gens, c'est quoi les processus? Donc, comment est-ce que nous, on prend toute notre part là-dessus? On travaille énormément avec le PAT. On est un peu en train de devenir la locomotive du PAT, quoi, parce que, bon, je suppose que vous devez savoir, mais un PAT, s'il n'y a pas d'acteur autre que le PAT, ça rame un peu quand même. Et donc, du coup, ouais, donc, nous, on a un peu cette locomotive-là. On est sur un territoire à la base. Peut-être, pardon, plan d'alimentation, Ouais, territoire, plan plan d'alimentation alimentaire. territoire. Ouais, c'est hyper intéressant, hein. C'est quand même dans des nouvelles préfigurations de nouvelles. Enfin, c'est à la base quelque chose qui est malheureusement qui descend un peu sur les territoires en disant ah, vous allez faire des PAT. Mais par contre, le cadre qui est proposé, la modélisation qui est proposée est hyper intéressante. C'est-à-dire, c'est de dire, en fait, quand on parle de plan alimentaire territorial, on est obligé de mettre, je ne sais pas combien d'acteurs autour d'une table, on est obligé de, donc, notamment des acteurs qui à la base n'étaient pas là, les citoyens, des universités, des choses comme ça. Donc, en fait, nous, on reprend un peu cette essence-là, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on ne collabore pas trop mal avec eux. Et après, dernier point, on a une partie sensibilisation citoyenneté en se disant un programme un peu, on a des jardins partagés, on a un peu un programme de la fourche à l'assiette, quoi. Qu'est-ce que c'est que de faire pousser, mais qu'est-ce que c'est aussi que de cuisiner, qu'est-ce que ça veut dire quand on se réapproprie ça. Et avec des paradoxes d'ailleurs assez intéressants dans un territoire rural. Pourtant, aujourd'hui, donc, logiquement, on a plus de jardins, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il y a la jeune génération, en tout cas, moi, par exemple, je suis assez représentatif, je ne sais absolument pas faire pousser un légume. Donc voilà, ça, c'est nos trois axes. Et après, on travaille avec plein de niveaux, plein d'échelles, mais ça, on peut rentrer après dans le difficile de ce que c'est, quoi. C'est-à-dire que nous, à la base, on se dit, tiens, comment est-ce qu'on va faire accélérer la transition alimentaire du territoire en posant des jalons, des questions, de se dire c'est quoi une alimentation résiliente, c'est quoi une alimentation où le territoire est autosuffisant, qu'est-ce que ça voudrait dire quand on peut prendre nos parts là-dedans, et c'est compliqué. Voilà, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que là, ça fait 2 ans qu'on est dessus, en tout cas avec les acteurs, et aujourd'hui, ouais, on voit les effets de 50 ans de retrait de services publics. C'est terrifiant, quoi. Je veux dire, en fait, des compétences qui ont été perdues, quoi. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a… Et donc, du coup, des acteurs, nous, on est avec des acteurs, ça spécifie notre territoire, mais ça ressemble quand même à d'autres territoires aussi. On est avec des acteurs historiques, donc l'ADR, qui est formation de la Confédération paysanne, Vivre Bio, qui est une fédération de producteurs bio, enfin, mais qui ont créé des choses formidables, mais qui arrivent à entre 50 et 60 ans. Et là, il y a besoin d'une nouvelle génération, elle n'est pas là. En tout cas, elle est là, mais elle est là différemment, elle s'implique différemment. Et en fait, il manque cette échelle d'une vision de territoire, quoi. C'est-à-dire parce que la somme des actions individuelles ne fait absolument pas une démarche territoriale. Et un PAT ne suffit pas à faire une démarche territoriale. Enfin, ça reste encore la puissance publique avec toutes ses limites. Enfin, je pense que Maëlle en parlera mieux que nous en faisant de l'innovation dans les services publics via du design. Bon, on peut faire 2-3 trucs, mais il y a des endroits où si on ne fait pas rentrer de nouveaux acteurs, on ne va pas pouvoir faire des miracles, quoi. Donc, ouais, et donc, du coup, ce qui est marrant, c'est que nous, par exemple, entre la façon, c'est aussi ça, un tiers-lieu, c'est un mouvement, et surtout, ça ne se définit pas, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de figé, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, on va dire, ça se définit par les usages et ceux qui y sont, et aujourd'hui, on a une forme, dans 3 ans, on en aura une autre, et dans 6 ans, elle sera absolument différente, parce que les enjeux auront changé. Et là, aujourd'hui, finalement, on se retrouve plus à être une tête de pont, de proposer une vision politique, de la recherche, et d'embarquer avec nous et de diffuser presque une culture de la transition, plutôt que finalement de se retrouver à… c'est vrai que moi, c'était en tout cas vraiment mes projections. J'imaginais déjà qu'on allait faire le grand soir en arrivant à plein d'acteurs et qu'on allait proposer une démarche de territoire avec une plateforme, avec…
Rien de tout ça. Je pense qu'on en est à peu près au même endroit qu'il y a 2 ans. Alors qu'on a vu, je ne sais pas combien d'acteurs, qu'on a animé, je ne sais pas combien de réunions, qu'on sait faire, c'est nos méthodes. Pas du tout. Donc c'est là où c'est hyper intéressant et c'est là où pour vous, ce sera, j'entends que vous êtes en formation, machin, etc. C'est là où c'est comment on fait quoi? Comment on fait pour les mener ces transitions? Parce que c'est un sacré casse-tête. Je change de casquette, je peux prendre la casquette de la Zigot Lab, du coup tiers-lieu, fabrique de territoire, au même titre que l'Hermitage et que la Martinière, à peu près d'ailleurs les mêmes échelles, hein, une trentaine d'hectares, également en rural. Donc nous, on est dans le territoire de la Porte des Vosges méridionale, et je reprends juste ce que disait, enfin deux choses, une chose qu'a dit Jean et puis une chose qu'évoquait Samuel. Nous, on s'est beaucoup posé la question de même, c'était notre vocation au départ, c'est d'avoir un rôle dans la transformation du territoire. Et comme l'a dit Jean tout à l'heure, c'est vrai que les tiers-lieux se décrètent un peu sans autorisation. On a le droit de dire, tiens, je suis un tiers-lieu et puis je m'intéresse à la transition du territoire. Et on le fait avec bienveillance, hein, c'est pas pour dire qu'on veut forcément bypasser la puissance publique. Et d'ailleurs, c'est pas du tout. Alors, ça dépend des territoires. Je sais que chez Jean, c'est parfois compliqué. Chez nous, c'était plutôt l'inverse, hein. On a eu des élus qui ont tout de suite adhéré, des agents à la fois de la collectivité et des services de l'État qui étaient très présents. Et quand c'est le cas, moi, mon témoignage à moi, c'est que quand c'est le cas, quand la collectivité, les collectivités d'ailleurs jusqu'à l'échelle régionale, et puis les agences de l'État déconcentrées se mobilisent autour des tiers-lieux, ça nous donne quand même un sacré potentiel. Parce qu'effectivement, on a de cette liberté d'action, on rentre dans aucun cadre, on n'a pas à obéir à un plan, on n'a pas à obéir à des préconisations ou des prescriptions des tutelles. On respecte la loi et les règles, hein, mais en dehors de ça, on a une grande liberté d'expérimentation, c'est un mot qui est important. Et c'est vrai que du coup, on est des outils, moi j'ai l'impression, on est tout jeune, on a 1 an, mais déjà on a 6 expérimentations en cours, une cinquantaine de chercheurs qui fréquentent le site, qui montent des programmes de recherche sur le site, et plus d'une centaine d'étudiants qui sont venus se former. Enfin bref, il se passe des choses, et ça se fait de façon assez protéiforme, ça se fait très vite. Comme on est sur des espaces privés, bah, ça facilite beaucoup de choses. On n'a pas besoin de faire des AMI, et cetera. Quelqu'un a une idée, il peut la mettre en place. Donc on voit que les tiers-lieux peuvent apporter cette flexibilité. En tout cas, nous, on le vit sur le territoire, et en même temps, si on veut que ça ait un sens en termes de politique publique, que ça ait un impact, ça ne peut pas rester à notre niveau. On n'a pas la légitimité d'imposer, clairement pas, mais même d'essaimer, hein. On peut essayer, comme dit Samuel, mais on fait des réunions, nous aussi. Puis c'est vrai que si on fait juste des réunions, on n'a pas la capacité. Par contre, quand la politique publique s'en mêle, dire tiens, je vais changer, je vais l'intégrer à mon, en l'occurrence à ma démarche Petite Ville de demain, je vais l'intégrer à mon PCAET, je vais l'intégrer à mes plans, et puis même je vais commencer à utiliser ce site. Alors là, pour le coup, il y a une vraie capacité d'essaimage. Alors, pour finir là-dessus, donc nous, on est à l'échelle du hameau, hein, notre thème. Alors, ensuite, Samuel, c'était l'agriculture, la ferme. Notre sujet, c'est le hameau. Je trouve qu'on a une petite ferme, mais beaucoup moins productive que celle de Samuel. Nous, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on a entre 2 et 10 bâtiments sur un territoire, sachant que ça n'existe pas trop sur le plan administratif. Or, sur la commune où on se situe, les communes où on se situe, le Girmont-Val d'Ajol et le Val d'Ajol à côté, quand on somme les deux, il y a près de 80 hameaux. Et donc, on voit que si nous, on arrive à faire des choses à l'échelle d'un hameau, en fait, c'est un super outil pour tester avant d'expérimenter plus largement et diffuser plus largement. Donc, voilà, nous, on a un peu l'impression qu'on peut être un espèce de zone franche de bac à sable, comme disait Vladimir. On peut tester des choses, et qu'après, la puissance publique, ou en même temps d'ailleurs, peut s'en saisir et jouer du coup là pleinement son rôle de portage, de traduction dans la puissance publique. Donc voilà, ça c'était mais moi, je vois que Jean a noté des choses, donc je les lis en même temps. Euh, alors, je cite, hein. Donc, pour Jean, il est important de garder, de tenir le cap d'espace ouvert dans une posture de lieu civil et pluridisciplinaire. Alors, du coup, ce que je lis entre les lignes, c'est aussi qu'effectivement, c'est des lieux très hybrides où on a bien vu dans la table ronde numéro 1 qu'un des enjeux, c'était d'avoir autour de la table une diversité d'acteurs, de dépasser les cadres conventionnels, les premiers cercles, hein, en général, qu'on maîtrise dans les collectivités, et d'aller chercher un peu de chercheurs, des artisans, des paysans, juste des habitants, des freelances, enfin, etc. Et que c'est vrai que nos lieux peuvent et donc doivent incarner ça. C'est plus difficile de le faire dans le cadre institutionnel. Pour nous, c'est relativement naturel. Euh, donc il parlait de, bon, et bien sûr, je les ai oubliés, mais bien sûr les acteurs associatifs, hein, c'est vraiment des endroits où, Vladimir l'a dit, on peut se retrouver avec un banquier qui est assis à côté bon, d'un militant, et qui lui-même est, je sais pas, dans la Ligue de protection des oiseaux, à côté d'un chasseur. Enfin voilà, tout ça peut se parler, parce qu'à la fin, il y a un projet de territoire commun qui normalement met un peu tout le monde d'accord, parce qu'on est tous soumis au même changement climatique, etc. Euh, euh,
Alors oui, du coup, Jean, ça nous intéresse aussi, évoquer la question des expérimentations. Alors c'est vrai que c'est aussi un outil intéressant pour sortir de leurs amphithéâtres les étudiants ou les laboratoires, les chercheurs, et à leur offrir pas loin de chez eux, parce que les tiers-lieux étant très ancrés et diffusés sur les territoires, comme l'a rappelé Samuel, il y en a beaucoup maintenant, et ben, ça permet d'avoir des espaces d'expérimentation accessibles très rapidement par tous. Euh, pour venir expérimenter en vraie échelle et aux proximités des habitants. Donc ça permet également d'avoir des activités de formation qui peuvent être co-construites avec les acteurs traditionnels de la formation. Là, Jean mentionnait l'AFPA. Pour nous, c'est par exemple des universités. Hein, on travaille sur des modules diplômants qui viennent s'exprimer sur le tiers-lieu. Et puis enfin, la médiation numérique. Alors c'est moins notre cas ici, mais chez Jean, c'est plus le cas. Il y a beaucoup de tiers-lieux sont positionnés. Alors, Samuel connaît ça très bien avec Hyperlien. Beaucoup de tiers-lieux sont positionnés sur ce sujet de la médiation numérique qui n'est pas facile à porter par les collectivités seules, pour plein de raisons. Où la collectivité dit « je ne soutiendrai pas la création d'un tiers-lieu parce que ça sera la source de la prochaine liste d'opposants aux élections municipales ». On a des gens qui se côtoient pendant des années en s'ignorant un peu, et puis avant de découvrir que finalement, tiens, l'aventure vaut être vécue. D'ailleurs, sur la chaîne Hyperlien dont vous parliez tout à l'heure, le cas de la grange au Cos de la Selle dans l'Hérault, il est tout à fait symptomatique. Hein, des élus qui disent « oh là là, ça nous inquiète », et puis ensuite ils disent « mais on ne peut plus se passer de vous ». Voilà, donc cette question de l'ingénierie du développement qui est un petit peu poussée par des profils professionnels un peu atypiques et qui fait l'objet de discussions avec la collectivité territoriale, que ce soit au niveau de la commune, du comité communal d'action sociale ou de l'intercommunalité ou de l'office de tourisme, hein, toutes les portes d'entrée sont envisageables. C'est essentiel dans l'aventure, et nous, on va essayer de travailler autant que faire se peut sur la qualité de ce lien. Donc oui, du coup, effectivement, je vais commencer déjà par essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est que le design. C'est pas toujours évident de définir, et je suis pas sûre qu'on soit les meilleures personnes pour le faire. Donc, pour faire court, en fait, c'est une discipline créative qui, de base, conçoit des objets, des espaces, des graphismes, des interfaces ou des services ou beaucoup d'autres choses, mais on va dire que c'est surtout ces disciplines-là qui vont s'intéresser aux politiques publiques, avec une attention particulière à l'usage et à la forme que prennent ces dispositifs, ces artefacts. Donc les designers, ils vont s'intéresser surtout à la manière dont les personnes vont se servir de ces objets qui les entourent, de la signification qu'ils mettent à l'intérieur, de leurs relations, l'interaction qu'ils ont avec. Donc c'est quand c'est déployé un petit peu au maximum, surtout dans le design de service où en fait on va avoir des approches de terrain, où on va mobiliser des outils de l'anthropologie pour venir comprendre les habitudes des personnes. C'est ce qu'on va appeler les démarches centrées utilisateurs. Donc, c'est pour moi une mauvaise traduction parce que en fait, ça vient de l'anglais, ça vient de human center, donc c'est vraiment plutôt centré sur l'humain. C'est pas tant une personne fictive, mais c'est vraiment sur ce qu'elle ressent et sur ce qu'elle pense et la manière dont elle interagit avec les autres, mais aussi le reste de ses expériences. Une personne qui est confrontée à un service public, c'est pas juste elle à l'instant du service public, mais c'est aussi elle avant et elle après. Voilà. Et en fait, dans la manière où on va concevoir, on intègre les personnes qui vont être concernées par les services, par les dispositifs, autant les usagers qui vont se servir en bout de chaîne des éléments que les agents publics qui sont en interne et qui vont aussi interagir souvent de l'autre côté de l'ordinateur ou de l'autre côté du guichet. Qu'on essaye d'intégrer toutes les personnes qui sont vraiment concernées. Pour moi, les utilisateurs, les usagers, c'est toutes ces personnes-là. Et l'idée, c'est pas forcément de venir produire ce qu'on nous demande de faire. Généralement, on va plutôt nous dire il faudrait mettre ça en place, ça en place. C'est pas forcément prendre les idées telles quelles, mais en tout cas de venir croiser les besoins, les différents regards des typologies d'utilisateurs différents pour venir trouver des... Moi, j'aime bien l'expression de troisième voie. Enfin, généralement, on ne fait pas des
c'est pas du consensus, on va pas choisir ou avoir un consensus qui va venir dégrader une solution pour que tout le monde y trouve son compte, mais c'est plutôt trouver une nouvelle solution, une nouvelle idée qui en fait viendrait répondre dans l'idéal, on va dire, aux problématiques de tout le monde. Et si elles ne répondent pas à toutes les problématiques, au moins à celles qui sont les plus importantes pour les personnes. Voilà. Et avec aussi une attention à amener une valeur supplémentaire. Ça, c'est dans l'idéal et ça dépend un petit peu aussi des sujets. Si on est sur des sujets un petit peu, je sais pas, très sociaux, par exemple, ou avec vraiment des grosses problématiques humaines, parler d'effet waouh, moi je suis toujours assez mal à l'aise avec ça, mais en tout cas de venir apporter quelque chose où si l'utilisateur doit faire un effort, on va dire, c'est parce que ça doit lui servir aussi et il doit y trouver son compte, on va dire. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour l'introduction du design. Donc c'est des approches qui sont de plus en plus connues en interne dans les politiques publiques. Souvent, ça peut être confondu avec ce qu'on appelle le design thinking, qui sont en fait des méthodologies, enfin, ces approches des designers simplifiées pour les personnes qui ne sont pas des designers. Mais du coup, on peut bien l'imaginer, elles ne sont pas équivalentes parce que forcément plus simplifiées et voilà, et pas toujours non plus faites par des personnes qui sont expertes. Donc après, c'est hyper intéressant de se former à ces approches-là. Et moi-même, je forme mes collègues pour ne plus être la seule à pouvoir pratiquer les interviews, pour ne plus être la seule à pouvoir pratiquer de l'observation participante, ni des ateliers de co-conception. Enfin voilà, c'est aussi nécessaire de se former en interne, mais c'est aussi nécessaire d'avoir des professionnels, des experts en fait de ces approches-là, parce que au-delà de la méthodologie, on va apporter un regard créatif, un regard critique, une capacité à re-questionner les choses qui sont présentes, et aussi très important dans ce que peut apporter un designer, c'est qu'on a une pratique de la forme, justement, et des visuels et de l'image. Et donc, généralement, dans nos approches, en fait, on va mobiliser ça, soit en faisant des outils de médiation, donc c'est-à-dire des outils de discussion qui vont permettre aux gens de venir débattre avec des supports, soit en créant des supports d'ateliers visuels, etc. Soit en faisant des maquettes. Par exemple, on a une très bonne idée, on a l'impression qu'elle va vraiment fonctionner, en fait, on va la construire en carton à échelle 1, donc à taille réelle, pour que les gens puissent l'expérimenter. Et en fait, on va voir complètement autre chose. Et à chaque étape, en passant par le visuel, finalement, on va venir générer de la discussion et surtout permettre aux participants et aux utilisateurs de comprendre différemment les enjeux, les solutions, et petit à petit construire de manière empirique jusqu'à une solution. On va passer de l'hypothèse à la solution. On ne part pas de la solution au début, ça a été évoqué lors de la première table ronde, mais c'est très important de le rappeler. En fait, on part plutôt d'une problématique. Cette problématique, on va sûrement la re-questionner et après, on va trouver des solutions. Et c'est d'ailleurs sûrement la plus grosse différence entre un designer de service et un designer plus classique. Moi-même, j'ai une formation de designer objet, espace à l'initiale. Mais en fait, à l'époque, on m'aurait appelé pour dessiner un objet ou pour dessiner un espace, alors qu'aujourd'hui, on m'appelle plutôt à partir d'un terrain. Et c'est qu'à la fin quasiment de la démarche que je vais dire, c'est plutôt un enjeu d'interface numérique, c'est plutôt un enjeu d'espace, c'est plutôt un enjeu de service. Voilà, j'espère que je suis claire dans mes explications. N'hésitez pas à écrire des questions. Et donc ça, c'est un peu pour la démarche de design. Et pour faire très court, qu'est-ce que ça change d'être en interne ? Donc si c'est des thématiques qui vous intéressent, j'ai aussi une deuxième casquette. Je fais partie du réseau des designers intégrés en collectivité qui s'appelle Dessin Public. Alors Dessin, on est des petits rigolos, on a fait un jeu de mots, donc c'est D-E-2-S-E-I-N. C'est une blague entre designers depuis toujours, où le design, c'est à la fois du dessin IN et du dessin EIN. Le but et la forme. Et donc, on essaye un petit peu d'expliquer nos quotidiens. Donc, on a eu l'occasion de faire aussi d'autres conférences, d'écrire un article dans Horizon Public que vous pouvez retrouver, expliquer un petit peu ce que ça change d'être intégré
par rapport à la prestation en design. Et moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que finalement, cette démarche d'observation qui est complètement intégrée à ma pratique et à ma manière de voir les choses, bah, je l'exerce au quotidien dans ma propre administration. Parce que on a les mêmes j'ai les mêmes employeurs que mes collègues, j'ai les mêmes contraintes. Moi aussi, j'utilise les logiciels de frais de déplacement et de badgeage. Et donc, du coup, on se comprend beaucoup mieux et on finit par percevoir justement dans la finesse toute l'institution, la manière dont ça fonctionne, là où il pourrait y avoir des freins. Euh, et je trouve que la pertinence de mes interventions, elle est très grande grâce à ça, en fait, parce que je suis aussi agent public et je connais la culture, en fait, de la maison, la manière de réfléchir de mes collègues, etc. Et en interne, ça me permet, contrairement à un prestataire qui va plutôt recevoir une commande ficelée, ce qui est d'ailleurs très confortable d'un point de vue d'un designer, ma position n'est pas toujours la plus confortable. Mais nous, en interne, en fait, on va avoir tendance à initier des nouveaux chantiers. Par exemple, faire de la formation, faire de l'acculturation, de venir rencontrer, identifier des personnes en interne qui sont très porteuses. Bah, finalement, on va retourner les voir et puis potentiellement, on va sortir de là un projet qui serait jamais passé par des marchés ou par des prestataires extérieurs. Et comme ça, petit à petit, en fait, on peut poser des jalons sur du long terme, sur une transformation des approches, une compréhension de pourquoi c'est intéressant de faire du centré utilisateur. Moi, je sens qu'au bout de 2 ans et demi, ça prend, que quand je raconte ce que c'est que le design à mes collègues dans des services, dans des directions métiers, en fait, ils captent direct parce que ça répond à des problématiques qu'ils ont, des choses qu'ils n'ont pas réussi à faire sur le terrain ou des limites qu'ils ont qui sont des limites de compétences. Donc voilà, donc ça crée des choses assez chouettes. On a une activité donc, de territoire d'expérimentation, donc de partenariat avec des territoires pour les appuyer dans leur démarche d'expérimentation et même plus largement dans leur démarche de recherche et développement. Peut-être pour vous expliquer un peu plus concrètement d'où vient aussi ce travail, pour ceux qui ont peut-être lu le dernier rapport du GIEC là, sur l'atténuation des changements climatiques, il y a plusieurs axes qui sont proposés, plusieurs grands axes, hein, de bien sûr multiplier les investissements, d'avoir une réflexion de la gestion des ressources à l'échelle de la planète et pas certains acteurs qui s'accaparent ces ressources, de donner plus de parole aux acteurs scientifiques et aux citoyens. Et là, on voit directement le lien avec les tiers-lieux que vous présentiez avant. Et puis, il y a un autre axe qui est aussi de mieux cibler les investissements qui sont réalisés, parce que les investissements ne sont pas illimités, et de pouvoir les cibler vers les solutions les plus efficaces pour avoir une véritable transition écologique. Et nous, c'est le parti pris qu'on a chez Efficacity avec les territoires avec lesquels on travaille, c'est-à-dire d'utiliser justement des travaux de recherche et développement à la fois pour expérimenter des solutions, c'est-à-dire que les acteurs publics sont souvent sollicités par des porteurs de projets qui ont des solutions à leur vendre ou à leur proposer, et de pouvoir tester ces solutions en conditions réelles, les suivre, les évaluer, et pour pouvoir donner des éléments aux acteurs publics pour ensuite faire les meilleurs choix et donc les meilleurs investissements sur leur territoire. Mais ce n'est pas que ça, selon nous, c'est aussi de pouvoir mettre à disposition des outils, des méthodes de recherche et développement qui vont aider les collectivités à prendre les meilleures décisions. Alors, on travaille notamment sur le volet énergie, hein. Ça va être de pouvoir identifier des sources d'énergie renouvelable à l'échelle d'un territoire, les mettre en relation de façon fine avec les besoins à l'échelle des quartiers, des bâtiments. Et ça, c'est des actions de R&D qui nécessitent nécessairement un besoin de coopération, hein, lorsqu'on intervient, par exemple, sur ces actions de nouvelles sources d'énergie à l'échelle d'un territoire. Là, sur le territoire de La Réunion, on a un projet qu'on lance sur l'identification de tout le potentiel géothermique à l'échelle du territoire de la côte ouest. C'est quelque chose qu'on fait avec le BRGM, donc le Bureau de recherche
géologiques et minières. Voilà, il y a toujours des acteurs de la recherche, des entreprises et du territoire qui vont être impliqués. Donc voilà, le parti pris, c'est vraiment de travailler et d'acculturer en fait les acteurs publics à la question de la R&D pour qu'ils puissent atteindre aussi leurs objectifs de neutralité carbone. Et pour faire le lien avec ta question, Antoine, sur la coopération, on voit que mettre en œuvre des projets de R&D, ça a du sens pour avoir des solutions innovantes, pour atteindre des objectifs, mais c'est aussi une façon de travailler qui est différente, puisqu'on a toujours, lorsqu'on monte un projet de R&D, typiquement sur la géothermie, on va être en transversalité avec les différents services d'une collectivité. On va travailler avec le service innovation, le service d'aménagement, le service de gestion du patrimoine. Donc voilà, ça crée aussi du lien en interne entre les services et de la coopération dans la collectivité. Et puis aussi, c'est toujours un triptyque coopération entre les services de la collectivité, des entreprises qui souhaitent par exemple expérimenter leurs solutions et des laboratoires de recherche, des chercheurs qui vont venir appuyer pour des entreprises qui souhaitent expérimenter. Donc on le constate vraiment au quotidien que mettre en œuvre des projets de R&D au sein des collectivités, ça participe à une nouvelle forme de coopération. Pour vous donner d'autres exemples, on ne travaille alors pas sur le territoire de la Réunion, mais sur le territoire d'Euroméditerranée à Marseille. On teste des solutions innovantes de dalles drainantes pour limiter l'artificialisation des sols. On aurait pu avoir tendance à tester cette solution soit en laboratoire, soit de façon directement sur les trottoirs, sans impliquer l'ensemble des usagers potentiels. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse assez loin. On implique, par exemple, les associations de cyclistes qui vont utiliser ces dalles. Alors, pas sur les trottoirs, on ne roule pas sur les trottoirs, mais en tout cas sur les voies. On travaille avec tous les services de maintenance et d'entretien de la collectivité, donc c'est-à-dire vraiment les personnes qui viennent nettoyer ces futurs espaces. Et on se rend compte que eux, ils ont vraiment des informations hyper pertinentes à nous donner sur la couleur qu'elles doivent avoir, comment est-ce qu'ils vont ensuite les nettoyer, celles qui vont être plus glissantes ou non. Donc voilà, vraiment ou non, ou l'ouverture des collectivités à avoir de nouvelles compétences. Moi, ce que ça me fait dire, et je vais prendre un exemple concret du coup, pour illustrer mon propos, c'est que la commune de Plombières, je dirais, tourne un peu en rond depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, notamment sur la question de 3 équipements culturels à terme qui où on aimerait que ces 3 équipements-là prennent une place importante dans le développement de la stratégie culturelle et touristique de la commune. Donc l'espace Berlioz que tu connais, le futur musée du paysage et le Clos des 2 Augustins qui accueille du coup des artisans métiers d'art. Et la collectivité n'arrive pas, entre guillemets, aujourd'hui à trouver un lien entre ces 3 équipements, à mettre en relation les acteurs pour trouver les pistes de développement. Et donc, grâce au programme ANCT, parce que du coup, il y a forcément un besoin de ressources derrière, la commune fait appel à un volontaire territorial en administration spécifique sur ces questions du coup. Et là, je rejoins vraiment ce que disait la dame juste avant. Moi, j'ai l'impression qu'on va faire appel à quelqu'un qui devra avoir aussi des compétences en design, parce que du coup, l'idée, c'est de faire travailler et de donner des liens entre ces 3 équipements-là. Et pour l'instant, actuellement, on n'a pas les compétences et on ne sait pas faire. Voilà, alors c'est tout ce que je voulais dire. Et du coup, c'est vrai que le fait d'avoir, je dirais, un accompagnement et du coup des ressources grâce à la NCT et grâce au programme de demain permet à des collectivités qui n'en auraient pas eu les moyens de faire appel à des compétences complémentaires. Voilà. Merci beaucoup Claudie. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. J'ai vu que Nadine, tu avais rallumé ta caméra. Oui, je pense qu'en effet, alors sur les 2 fonctions, recherche et design, je commencerai d'abord par celle du design. Je trouve que c'est en effet une fonction, alors que je découvre, que j'avais partagé en webinaire récemment aussi, et que je découvre au sein d'une collectivité. Et je trouve en effet, je pense, assez intéressant à explorer. Alors c'est toujours une question de quelle est la bonne échelle. Maëlle est au niveau de la région Grand Est.
je ne sais pas à quel niveau elle arrive à, on va dire, à ruisseler jusqu'à une interco ou jusqu'à une commune dans son activité, dans votre activité de tous les jours. Mais je sais que ce soit au niveau de l'intercommunauté ou d'une commune, on se pose souvent la question de la proximité de l'usager, la notion de service public au niveau de l'usager. Et je trouve qu'en effet, à ce niveau-là, une personne avec des compétences de design, quand on parle de forme, d'usage, a vraiment toute sa place, parce que souvent on a des questions peut-être trop basiques. On se dit mais comment on arrive à communiquer avec l'usager? C'est pas qu'une question de communication. C'est une question de fonctionnalité, c'est une question en effet peut-être d'objet, de forme, enfin il y a plein de choses. Et je trouve que dans la proximité, dans l'efficacité entre le service public et l'usager, qui est pour moi la base, peut-être d'une collectivité, ça résonne et ça fait écho sur cette thématique-là. Et puis en matière de recherche, je vais être plus terre à terre. C'est vrai que recherche R&D dans une collectivité, moi je viens du privé, l'agroalimentaire, R&D, en effet, on comprend très bien. Et c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question de la R&D dans une collectivité, au niveau des élus, au niveau des services. Et en même temps, je me disais, mais en fait, on en fait quand même un petit peu la R&D, mais on n'appelle pas ça de la R&D. Et peut-être qu'il y a peut-être aussi justement un travail comme ça de mise en lumière entre ce qui est fait sur le terrain, bêtement, des services techniques dans une commune qui testent un matériel, ne sont pas contents, ils passent à autre chose. Mais cet apprentissage-là, ils ne vont pas forcément le partager avec le reste des communes. Ou voilà, c'est typiquement de la R&D. Enfin, une commune peut être un laboratoire pour l'intercommunalité sur un sujet spécifique. Et je trouve qu'en effet, c'est une notion hyper intéressante que je découvre aussi aujourd'hui. En fait, là où je suis... En fait, il y a plusieurs choses qui se mélangent dans ces questions-là. Pareil, c'est que ça dépend comment on les prend. C'est-à-dire que moi, je vais quand même être le premier à déplorer que parfois, c'était des compétences, enfin, à la limite, c'est des compétences nouvelles, ça, c'est pas la question, mais qu'avant, il y a quand même eu, c'est pas si ancien que ça, mais en tout cas du temps de mes parents, il y avait des compétences dans des services publics qui aujourd'hui sont obligés d'être externalisées. Ça, moi, je trouve que c'est un vrai énorme problème. Enfin, ça, c'est peut-être même d'ailleurs un des cœurs du problème, c'est-à-dire que si on est obligé de recourir à, ça fait mal, quoi. Et on voit bien, enfin, je veux dire, on voit bien le grand scandale de McKinsey. Je veux dire, c'est-à-dire qu'en plus, tu enlèves d'un côté, et en plus, une fois que tu as enlevé, tu reprends par d'autres en payant des consultants. Donc ça, déjà, si c'est ça, non. Par contre, après, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'effectivement, enfin, il va y avoir plein de choses qui vont se mélanger, c'est-à-dire que je crois énormément dans les tiers-lieux comme espace de renouveau des services publics. Ça ne veut pas dire qu'ils sont destinés à ça, ça veut dire que par contre, parce qu'il y en a certains qui n'en ont absolument rien à faire, et tant mieux. Par contre, pour certains, il y a effectivement cette capacité, notamment, c'est un autre endroit d'ailleurs, on travaille avec Antoine pour le CEREMA, sur comment on prend en compte une expertise citoyenne. Et les tiers-lieux sont quand même un des endroits où se fabrique cette expertise citoyenne. Et donc, en fait, une capacité, et on le voit bien, je veux dire, aujourd'hui, le décalage, là, je disais encore que l'État a quand même été attaqué pour inaction climatique. La réponse a quand même été donnée là au Conseil d'État, parce qu'il y a un Conseil d'État qui les a condamnés, c'est quand même pas une asso perdue quelque part. Et je veux dire, la réponse a quand même été si, mais on travaille et c'est vraiment génial ce qu'on est en train de faire. Et je trouve que cette espèce de décalage-là entre du national et de l'hyperlocal, vraiment, on le retrouve, c'est-à-dire entre. Et tout ça pour dire que aujourd'hui, les endroits où se fabriquent et où sont ces expertises-là, je trouve que parfois, effectivement, elles sont plus du côté de la société civile, ou en tout cas du côté des espèces de… On l'a vu avec le numérique, quoi. Le numérique, avant que ça arrive dans la DINUM, dans des choses comme ça, ça a été peut-être le monde des startups, mais ça a d'abord été le monde des Fab Labs, ça a d'abord été le monde des communs, ça a d'abord été… c'est d'abord venu de là pour après que ça en soit saisi. Et donc, je rêve du moment où, effectivement, en matière de façon de faire des politiques publiques et en façon de les incorporer, il y aura cette espèce de droit à l'expérimentation et de droit à faire, de droit à tester. Voilà, je ne sais pas si ça répond, mais et donc du coup, la question ne se posera plus, mais en fait, on bossera ensemble et donc on pourra hybrider des compétences. Et la question ne sera pas tant est-ce qu'il faut choper une compétence design ou une compétence recherche. Bien sûr qu'il en faut, mais à la limite, c'est
je trouve que la question ne se situe pas là, en tout cas pour moi. Elle se situe plutôt sur c'est quoi les grands buts, comment on fait pour les atteindre, qui se forme où. Peut-être qu'à des moments, on va pouvoir prendre différentes casquettes, que les casquettes ne sont pas les mêmes. Voilà, ça, je crois beaucoup dans le fait de travailler à plusieurs acteurs. Enfin, d'ailleurs, peut-être que vous avez déjà vu ça, mais sur la structuration juridique, les SIC, en ce moment, on le voit en poupe, mais pour ça, parce que tout d'un coup, on se retrouve autour d'un objet, par exemple la transition alimentaire, la transition numérique, on a plusieurs collèges, et après, chacun peut avoir d'ailleurs différents rôles à l'intérieur d'un même, à un moment de chef d'orchestre, à un moment tu finances, à un moment. Ça, je crois beaucoup plus en ça, d'ailleurs. Du coup, merci. Je propose qu'on reste sur ça. Maëlle, tu voulais compléter très rapidement parce qu'il est 16h02, mais vas-y, complète rapidement. Excuse-moi. Très, très rapidement, oui, j'allais dire en dehors même de la question des compétences. En fait, je pense que, enfin, en tout cas pour vivre l'interne, je pense que le système est un peu arrivé à son bout. Et moi, j'ai beaucoup de collègues qui en fait en peuvent plus, sont dans démotivés et on est dans des systèmes extrêmement hiérarchisés en fait. Je pense que tous les gens qui sont présents s'en rendent compte, mais extrêmement hiérarchisés où en fait toutes les expériences de prise d'initiative qu'ont eu les agents, mes collègues, et c'est ce qu'on me rappelle, vraiment on me la raconte très régulièrement, ils se sont fait taper sur les doigts et du coup à partir du moment où on a essayé de faire bouger les choses et que ça n'a pas marché, et qu'on nous a rappelé à l'ordre, parce que c'est quand même relativement violent, parfois, et en fait ça démotive et du coup moi je me retrouve dans un terrain qui est très opposé en fait à ma culture à moi qui est celle du design, qui est une culture de la pure créativité, dans un terrain qui est plus du tout fertile et plus du tout créatif, et où je suis dans une direction à l'innovation et d'un coup on arrive en disant il faut que tout le monde soit hyper innovant et hyper créatif, et en fait non, et du coup ça prend énormément de temps en fait de venir même re-questionner ce système-là hiérarchique au sein de la décision. Parce que quand moi, je fais des salves d'interviews avec des agents de catégorie C qui font l'entretien des locaux, la restauration ou l'accueil, en fait, je vais ressortir des choses. Ça va peser dans la décision. Et c'est un peu malheureux, mais aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que ça fonctionne parce que je suis agent de catégorie A. Et du coup, je porte leur voix. Et donc, dans la balance hiérarchique, ça passe parce que ça passe par ma voix, mais en fait, il y a beaucoup de choses où j'ai l'impression d'intervenir et on n'aurait pas besoin d'avoir un designer en fait si on écoutait simplement les personnes et si moi je rêve du moment en fait où je n'interviens que dans des moments où il y a vraiment des vrais enjeux de design à faire en termes de conception et plus juste des enjeux de communication, de dialogue, de juste ça fait 20 ans qu'on n'a pas écouté les gens sur le terrain et qui savaient quoi. Voilà, c'était ce que je voulais dire.